Bonjour, dans cette vidéo, on va commencer la série 4 de ces travaux dirigés. On va commencer tout de suite par l'exercice numéro 1. Alors, comme vous voyez sur le schéma, on considère un circuit contenant une résistance R et ayant une forme rectangulaire de largeur L. Alors, L, ce sera ça. L'un de ses côtés est une barre conductrice, c'est celle-là, mobile, animée d'une vitesse V constante. Donc, on va tirer cette barre avec une vitesse V constante. Donc, on va appliquer une force extérieure pour la tirer. Le circuit est dans une zone où règne un champ magnétique uniforme B selon EY. Donc, vous avez l'axe EX ici, l'axe EZ, ça c'est le plan de la feuille, XZ, et puis le vecteur perpendiculaire au plan de la feuille, c'est EY. B, il est selon EY, perpendiculaire au plan du circuit. Alors, question, calculer la force électromotrice E induite dans le circuit. Voilà, donc j'ai reproduit le schéma ici dans le corrigé. On va essayer de calculer la force électromotrice induite. Donc, quand je dis induite, donc j'ai un phénomène d'induction. Donc, phénomène d'induction. D'induction magnétique. C'est quoi un phénomène d'induction magnétique? Alors, on a vu que le champ magnétique peut créer un courant électrique, mais aussi un courant électrique, un courant électrique peut créer un champ magnétique. Ça, c'est pas l'induction. Ça, c'est juste le phénomène qu'on a vu. Donc, c'était l'expérience d'Ørsted. Et on calculait le champ B à partir de I. Mais l'induction, c'est l'inverse. C'est qu'un champ magnétique B peut donner naissance à un courant électrique I. Donc, ça, c'est l'induction. Donc, c'est le phénomène d'induction. Donc, au départ, normalement, B, il va donner naissance à une force électromotrice, donc intermédiairement à une force électromotrice, E, et c'est elle qui va donner naissance à I, donc de façon intermédiaire. Donc ça s'appelle la force électromotrice induite, et ça c'est le courant induit. Donc ça, c'est la force électromotrice induite, et ça sera le courant induit. Donc, j'ai un champ magnétique maintenant, et ça va créer normalement un courant électrique induit et une force électromotrice induite ici dans le circuit. Alors, premièrement, comment on calcule la force électromotrice? Donc, on a dit que il y a une loi qui s'appelle la loi de Faraday, qui me permet d'avoir une relation donc entre E et B. Mais c'est pas directement avec B. On a E égale moins D de le flux de B à travers le circuit. Donc, je l'appelle phi B sur dt. Donc, quand il y a variation du flux de B à travers le circuit, alors E, ça va être non nul. Alors, phi B égale le flux du champ magnétique B à travers, normalement à travers une surface. Ça sera la surface du circuit. J'ai tout court à travers le circuit. Pardon. Voilà. Donc, ça, c'est ma relation de base. Donc, il fallait donc calculer le phi B d'abord. Alors, le phi B, c'est quoi? C'est l'intégrale sur le circuit de B, sur la surface du circuit, BS, de B, ds. En général, ça serait la forme générale. La surface du circuit maintenant, c'est là. C'est cette surface-là. Alors, le B, sur cette surface, bien sûr, si on a le B dans toute la zone, il est constant, il est uniforme. Alors, B uniforme, oui. Alors, j'aurai donc phi B égale tout simplement B, scalaire l'intégrale de ds sur le circuit.
Alors, ça sera tout simplement B. Et ça, c'est la surface du circuit. Tout simplement. Bon, une fois que je fais ça, je dois avoir donc une orientation pour le circuit, ou tout simplement une orientation pour la surface. Et ça, c'est la surface. Et donc, il faut une orientation pour la surface. Alors, l'orientation de la surface, c'est perpendiculaire toujours à la surface. Le vecteur surface, ça sera ou bien dans ce sens ou bien dans l'autre sens. Ça dépend d'un sens conventionnel. Alors, je fais un choix de sens conventionnel, n'importe lequel. Je peux faire n'importe lequel. Seulement, je choisis tout simplement un sens qui soit compatible avec le sens du champ B. Il vaut mieux choisir un sens compatible, comme on a dit dans le cours. Alors, le sens qui sera compatible dans le sens de B, ça sera comme ça, donc par la règle de la main droite, donc ça sera comme ça, donc ça sera dans ce sens. Donc, je vais choisir, dire ça, c'est le sens de mon circuit. Et s'il y a un courant qui va dans ce sens, je vais dire qu'il est positif. En tout cas, oublions le courant maintenant, c'est juste une surface orientée. Et cette surface est égale, bon, la surface S, maintenant est égale à S selon une direction, la direction perpendiculaire qui est la direction EY. Bon, il faut vérifier que le EY il est dans le bon sens, c'est-à-dire que ça forme un trièdre direct. J'ai le X ici, le Y enfoncé, le Z elle est là, donc oui, donc c'est bon. Donc c'est le sens qui est enfoncé dans la feuille, donc c'est Y. Et on a B déjà, qui est égal aussi à BEY. Donc ce qui implique que phi B, le flux, c'est tout simplement ça scalaire ça, donc c'est BS, EY avec EY, c'est 1. Donc c'est un scalaire, c'est B fois S. Ça, on n'a pas obtenu de signe juste parce qu'on a choisi le bon sens pour ne pas avoir un signe moins. Si on avait choisi le contraire, on va obtenir un signe moins ici. Mais ça serait aussi correct. Bon, on va donc encadrer ça, le flux de B. Maintenant, la question, c'est la force électromotrice. Alors, il faut voir la variation de B, du flux de B. Et je me pose la question, est-ce que vraiment le flux de B varie? Je regarde ici. Bon, le B et S ils sont dans le même sens, donc j'obtiens un scalaire ici. Il n'y a pas de cosinus, il n'y a pas d'angle entre le B et le S. Mais le B, il est uniforme, il ne dépend pas du temps. Reste S, est-ce que la surface varie en fonction du temps? Oui, effectivement. Donc il y a un phénomène d'induction. Si S ne varie pas en fonction du temps, il n'y aura pas de phénomène d'induction. C'est-à-dire le E sera égal à 0. Donc, ce cas, le S varie en fonction du temps. S est égal à S qui dépend du temps. Parce qu'après, il faut le dériver. Il faut dériver. Donc, je ne vais pas dériver B, je vais dériver le S. Donc, avant de le faire, je vais tout simplement me rassurer que effectivement, ça dépend du temps. Donc, E est égal à moins D de phi B sur dt est égal à moins D sur dt de BS est égal. Alors, le B ne dépend pas du temps. Je fais sortir. Donc, moins B D sur dt de S de t. Donc, est-ce que S vraiment dépend du temps? Oui, il dépend du temps. Comment? Bon, la surface, c'est tout simplement une longueur pour une largeur. Alors, la largeur, elle est fixe. Oui, je vais supposer que cette largeur, elle est fixe. On l'a dit dans l'énoncé. Donc, j'ai tout simplement une longueur L. Elle est fixe. Il reste cette valeur-là, qui est la longueur. Alors, c'est quoi cette valeur-là? À partir d'une origine, ça, c'est tout simplement X pour la position de cette barre mobile. Donc, ça sera S, donc ça sera X. Donc, ça sera moins B D sur dt de L fois X. Encore une fois, le L ne dépend pas du temps, je le fais sortir. Et j'obtiens E égale moins BL dx sur dt. Et c'est quoi dx sur dt? On se rappelle que cette barre elle est mobile avec une vitesse v dans la direction x. Donc, ce sera tout simplement la vitesse v. Donc, ce qui implique que E est égal à moins BLV. Voilà mon résultat. Donc, je vais noter l'équation 1. Donc, j'ai calculé la force électromotrice.
Bien, je passe donc à la question 2. Après, je vais voir ce que je vais faire avec cette force électromotrice. Question 2. Faire un schéma du circuit électrique équivalent. Donc, il y aura normalement un circuit électrique maintenant. Il y aura une force électromotrice. Il y aura un courant. Et donc, ça va être vraiment un circuit électrique. Avant, il n'y avait pas de courant. Attention, donc avant, il n'y avait rien du tout. Aucun courant. Donc, le courant, il va être uniquement le résultat de cette force électromotrice. Et donc, notre circuit équivalent. Donc, un circuit équivalent. Donc, la deuxième question. Circuit équivalent. Ce sera quoi? Ce sera notre résistance. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y aura un courant qui va apparaître. Ce sera un courant I, donc on a noté ici. Et puis, je ferme le circuit. Il n'y a rien ici. C'est vrai que c'est mobile, mais ça constitue toujours un circuit, comme ça. Et puis, j'ajoute cette force électromotrice. C'est dû à l'effet du champ magnétique. C'est à l'induction. Donc, je vais comme si c'était un petit générateur qui est à l'intérieur. Je vais donc l'imbriquer à l'intérieur du circuit. Et donc, c'est ça le circuit équivalent. Donc, je vais dire que ça sera le E ici, dans le même sens que j'ai donné à I. Donc, ça sera dans ce sens-là. Comme s'il y avait une petite force électromotrice qui apparaît sous l'effet du champ magnétique. Voilà donc le circuit équivalent. Voilà, comme il y a un petit générateur qui crée un courant. Bien, alors, troisième question. Écrire la loi des mailles et déterminer le courant I. C'est tout simple. Maintenant, voilà. Troisième question, ici. Loi des mailles. Alors, la loi des mailles, c'est l'une des lois de Kirchhoff, vous connaissez. C'est tout simplement, je prends cette maille par exemple, ça c'est une maille fermée. Je vais d'un point, je reviens au même point. Et je fais le tour donc avec un sens bien déterminé. Je vais choisir ce sens-là. Bien sûr, lorsque le courant va dans ce sens-là, ça va être le UR, si vous voulez, la différence potentielle UR. Et dans ce sens-là, j'aurai donc le E moins le UR égale 0. Donc, loi des mailles, E moins UR égale 0. Et le ER, comme on connaît, c'est R fois le courant I, tout simplement. C'est ça la loi des mailles. Ce qui implique donc que E moins RI égale 0. Donc E égale RI, voilà ce que nous donne la loi des mailles. Et qu'est-ce que j'ai déduit? Je déduis le courant induit, I. Donc implique que I égale E sur R, équation 2, c'est le courant induit. Courant induit. Elle est due bien sûr au champ magnétique. Le champ magnétique, il est dans E. Et je rappelle que c'est l'expression de E qui contient le champ magnétique. Ça contient aussi la vitesse. Si vous avez une forte vitesse, vous aurez donc un grand phénomène d'induction, un phénomène d'induction plus important, et donc une grande force électromotrice et un grand courant, ce qui est normal. Bien, donc ça c'est question 3. Question 4. Quelle est la puissance électrique consommée dans le circuit? Alors, question 4. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle l'aspect énergétique de ce phénomène d'induction. On va voir l'énergie. D'où vient cette énergie? Alors, puissance électrique. Parce qu'en fait, pour faire... Regardez, il y a des électrons qui tournent. Il n'y a aucun générateur. Il y a juste un champ magnétique. Et l'observation, c'est la suivante. S'il y a des électrons qui tournent, il faut une énergie fournie à ce circuit pour faire tourner ces électrons-là. Donc, il nous faut une énergie. On va essayer de voir la source de cette énergie. Donc, on va étudier donc d'abord la puissance électrique. Alors, la puissance électrique, comme vous savez, aux bornes d'un dipôle, ce sera celui-là ou bien celui-là.
Prenons le dipôle, c'est-à-dire au borne de ce petit générateur qui est là. Parce que c'est la plus simple. Donc l'expression, c'est la puissance électrique qui est égale, c'est tout simplement la différence potentielle fois le courant. C'est volt fois ampère. C'est la différence. En général, vous faites U fois I. U fois I. Le U, c'est E, la différence potentielle. On va considérer que c'est une différence de potentiel. Mais en fait, c'est une force électromotrice qu'on peut assimiler à une différence de potentiel. Et donc, ça sera U, E fois I, tout simplement. Donc, est égal E fois I, c'est E sur R. Donc, est égal à E carré sur R. Si je veux déterminer exactement l'expression, alors le E carré, je vais tout simplement le remplacer là. E au carré, c'est BLV, donc c'est, j'aurai donc, pardon, BLV moins BLV au carré sur R. Et, pardon, ici même, je peux même déterminer I en fonction de B, je ne l'ai pas fait, mais c'est trivial. Donc c'est moins BLV sur R. Ça c'est, donc, si moins maintenant il saute, il y a un carré. Donc ce qui implique que la puissance électrique est égale à B carré, L carré, V carré sur R. Voilà notre puissance électrique. Après, il y a la question 5. Vous remarquez qu'il y a des formules très simples dans chaque question, donc ça ne dépasse pas 2 ou 3 lignes. Donc, question 5. Calculer la force de Laplace Fl agissant sur la barre mobile. Bon, il y a une remarque ici parce que je peux prendre dans le circuit, ici, et regarder la loi des mailles qu'on a utilisée ici. J'ai E est égal à RI. En fait, si je multiplie par I ici et ici, j'aurai EI, c'est la puissance, c'est celle-là. J'aurai le RI carré. Et en fait, ça c'est équivalent aussi à RI carré, qui est la puissance dissipée dans la résistance. Donc, la puissance qui va être créée par ce petit générateur, il va être complètement dissipé dans la résistance par effet Joule. C'est effet Joule, si je veux être précis dans ce sens. Mais ce qui est demandé, c'est juste la puissance, donc on l'a calculé. Que ce soit avec ça, c'est la même chose. Donc, cinquième question. Je reviens à ma cinquième question. La force de Laplace agissant sur la barre mobile. Alors, force de Laplace. C'est quoi la force de Laplace? Alors, la force de Laplace, j'ai une expression pour la force de Laplace. Alors, F de Laplace. En fait, j'ai df de Laplace égal à IDL vectoriel B. Ça veut dire quoi? C'est si j'ai un courant qui existe déjà dans une zone où il y a un champ magnétique. Donc, il y a les deux. Je dois avoir les deux maintenant. J'aurai donc un circuit parcouru par un courant, donc une branche de circuit, dans un champ magnétique. Donc, ça donne ça. Une force. Il y a une force sur cette portion de circuit. Et là, la force qui va agir sur le circuit va agir sur cette partie mobile. Bien sûr, il y aura d'autres forces agissant sur ces parties-là, mais on se contente de la partie mobile ici, ce qui nous intéresse. Parce que ces parties-là ne sont pas mobiles, elles sont fixes. Donc, je calcule la force de Laplace agissant sur la barre. Vous voyez? Sur la barre mobile. Bon, dans ce cas-là, j'ai un df sur ce petit circuit, mais là, c'est un circuit droit. On a dit dans ce cas-là, j'ai un champ uniforme ici, un circuit droit. Donc, tout simplement, ça devient tout simplement Fl égale, c'est I fois L vectoriel B. Et je mets le I, notre I. Okay? Dans ce cas-là, c'est notre I. Et le L, c'est dans le sens du courant. Le courant, il va dans ce sens-là. Et donc, dans quel sens? C'est dans le sens de moins Z. Donc, F de Laplace est égal à I fois L, il est selon moins EZ. Vectoriel, B il est selon EY. Donc, B, EY. Voilà. C'est-à-dire qu'on fait, en fait,
j'ai une force. Bon, on calcule d'abord et puis on teste le sens. Est égal à I, et à moins, donc moins ILB, j'ai EZ vectoriel EY. Ça, c'est moins EX. Oui, EZ vectoriel EY. Donc, en fin de compte, j'ai la force de la place, donc, à la fin, ça sera ILB EX. Alors, on peut se dire, voilà, j'ai le I dans ce sens-là, et j'ai le B dans ce sens, en bas, donc le I et le B. Si je fais le produit vectoriel, le I vectoriel B, ça va normalement dans ce sens. Mais il ne faut pas oublier une chose. Il ne faut pas oublier que le I, d'après notre définition ici, il est négatif. Ça veut dire que le sens qu'on a choisi ici, le sens, normalement, c'est un sens conventionnel de courant. Le vrai courant, il va dans ce sens parce que c'est moins par rapport à ce sens-là. Okay? Par rapport à ce sens. Et donc, en fait, si je mets ici ILB selon X, la force n'est pas dans ce sens. Puisque le I, il est négatif. C'est bien clair. Donc, il est selon moins X, si on veut dire. Alors, je peux tout simplement la réexprimer pour que ça soit clair. Et je remplace I par sa valeur. I, c'est moins BLV sur R. Donc, c'est moins BLV sur R fois LB selon EX. Voilà. Maintenant, c'est clair que la force de la place, elle est selon moins EX. Donc, moins B carré, L carré V sur R EX. Et ça, c'est notre expression donc pour la force de la place. Voilà. Ça, c'est donc, je vais l'appeler 3, je vais appeler ça 4. Alors, physiquement, ce que ça veut dire, donc la force de la place qui agit sur cette barre-là, ça sera dans ce sens-là. C'est-à-dire, nous, on tire dans ce sens. On va créer un courant. Et ce courant va induire une force de la place dans l'autre sens. Donc, il va s'opposer aux causes. Et ça s'appelle la loi de Lenz. Ça, c'est conforme à la loi de Lenz. La loi de Lenz, il dit que le résultat de l'induction, c'est de s'opposer, c'est-à-dire d'être dans le sens contraire des causes qui ont donné naissance à cette force. Okay? Ce qui est compatible ici. Moi, je tire ici, il apparaît une force qui résiste à mon mouvement là. Qui inverse au mouvement. Donc, je vais dire signe conforme à la loi de Lenz. C'est-à-dire dans le sens contraire. Oui. Si on veut voir encore une autre façon, c'est que, bon, ça peut créer un courant. Donc, le courant, il peut créer, ce courant-là, c'est comme une spire. Donc, il peut créer un champ magnétique. Et ce champ magnétique-là, dans ce sens-là, ça va dans ce sens, dans le sens de B. Donc, puisque I est négatif, ça sera dans l'autre sens. Donc, en fait, le courant, c'est dans ce sens-là. Comme s'il y a un champ magnétique dans ce sens, qui s'oppose à ce champ magnétique-là. Mais on ne va pas rentrer dans ce détail. Donc, restons toujours dans la logique de l'exercice, c'est-à-dire la logique énergétique. Bon, force de la place. Sixièmement, calculer la puissance mécanique de la force de la place. C'est cette force. On va calculer sa puissance mécanique. Si on se rappelle l'expression, c'est bon. Sinon, on vous la donne ici. On veut dire qu'on rappelle que la puissance d'une force F, petit f, qui fait déplacer un objet à la vitesse V, et P est égal à la force scalaire V, tout simplement. Donc, puissance, j'écris puissance. Je vais l'appeler puissance mécanique, celle-là. Puissance mécanique, oui, ça s'appelle puissance mécanique de la force de la place, égale la force scalaire la vitesse. Ça sera la force de la place scalaire la vitesse. Oui, bon, ça c'est très simple à voir. Je fais un petit rappel ici. Donc normalement, le travail élémentaire, c'est uniquement la force, pardon,
force de la place, scalaire dl. Ça, c'est le travail. Et normalement, la puissance, c'est dw sur dt. C'est égal donc la force dl sur dt. Et ça, c'est la vitesse. Donc, c'est la force de la place scalaire, la vitesse. Mais ça, on vous donne, on vous le rappelle dans l'exercice. Donc, la puissance, c'est tout simplement la force scalaire, la vitesse, le déplacement de l'objet. Maintenant, juste, je vais tout simplement remplacer et avoir la puissance mécanique égale force de la place. Donc, ça sera ça, moins b carré L carré V sur R, scalaire la vitesse. Donc, scalaire V, pardon, ça c'est selon EX déjà, donc je mets selon EX, scalaire VEX, qui est la vitesse. Donc, ils sont tous les deux selon selon EX. Donc, puissance mécanique égale moins B carré L carré V sur R. Donc, j'ai un V carré ici. Voilà. La puissance mécanique. Ça, c'est la puissance, c'est l'équation 5. Donc, je l'ai calculé. Maintenant, question 7, qui est le résultat de tout ceci. Si on suppose que le mouvement de la barre se fait sans frottement, on suppose qu'il n'y a pas de frottement, donc, montrer que la puissance mécanique est convertie en puissance électrique. Puissance mécanique, puissance électrique. Mais la puissance mécanique, elle est là. La puissance électrique, on l'avait calculée là. C'est 3. Donc, regardez, 3 et 5. Ils ont même valeur absolue. Donc, 7. Alors, 3 et 5 montrent que la valeur absolue de la puissance électrique est égale à la valeur absolue de la puissance mécanique. Il suffit d'observer les deux équations. Ils ont même valeur absolue, bien sûr, le signe, on ne va pas rentrer dans le détail des signes, qui me dit que la puissance qui est consommée, qui est celle qui est dissipée. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est la conservation. C'est-à-dire que, implique qu'il y a conservation de l'énergie. Plus fortement, on va dire tout simplement, il y a conversion de l'énergie mécanique en énergie électrique. L'énergie mécanique, elle est convertie en énergie, l'énergie mécanique convertie en énergie électrique. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand je tire sur la barre, il y a une énergie que je dissipe, il y a une énergie que je donne à la barre. Pour faire tirer ici, je donne une énergie, je fournis une énergie. Et cette énergie, elle va être convertie en énergie électrique. C'est comme un petit moteur. Donc tu tires et tu crées un courant électrique. C'est un moteur électrique, ça, bon, d'une autre manière. L'énergie, toute l'énergie que je fournis pour déplacer, elle est convertie en énergie électrique. Donc, je fournis un circuit, j'ai une énergie électrique. Et cette résistance pourrait, par exemple, peut être une lampe qui est allumée. Ça pourrait être une résistance qui chauffe un certain liquide. Oui. Donc, là, vraiment clairement, on voit une conversion d'énergie dans ce sens. Et donc, l'induction, ça peut servir à la conversion de l'énergie de mécanique à électrique. Donc, ça, c'est dû à l'induction. Dû à l'induction. Voilà, je vous remercie.